Mesdames, Messieurs, une chaire de paléoanthropologie et préhistoire va faire suite à la chaire de préhistoire qu'a illustré M. Leroy-Gourhan. En effet, l'Assemblée des professeurs du Collège de France, qui a la liberté et la responsabilité de décider de la nature de l'enseignement à donner lorsqu'une chaire devient vacante, cette fois-ci n'a pas changé complètement le titre de la chaire, ce qui arrive le plus souvent, n'a pas non plus repris exactement la même chaire, ce qui arrive quelquefois, mais a ajouté à la préhistoire la paléoanthropologie. En faisant cela, l'Assemblée savait y penser. Écoutez, monsieur, l'Assemblée, en faisant cela, qui pensait à l'homme qui allait occuper cette chaire, reconnaissait en lui un savant qui, par ses découvertes importantes dans ce domaine, qui, par l'intérêt des hypothèses qu'il a su formuler sur l'évolution de l'homme, non pas pour l'expliquer, mais pour essayer de dégager les conditions qui permettraient une certaine évolution, a voulu reconnaître de cette manière-là ses aimer. Et c'est pourquoi nous sommes ce soir réunis pour entendre Yves Coppens prononcer sa leçon inaugurale. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais, au nom de tous mes collègues, vous renouveler nos félicitations et surtout vous présenter tous nos vœux très sincères pour le succès de votre enseignement. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je n'ai pas besoin d'avouer l'émotion que j'éprouve aujourd'hui à cette tribune, elle apparaît d'elle-même. Je tiens à dire par contre ma profonde gratitude aux professeurs du Collège de France pour le grand honneur qu'ils m'ont fait en m'appelant auprès d'eux dans cette impressionnante institution de près d'un demi-millénaire. Je dirais aussi sans attendre la reconnaissance toute particulière que je dois à celui d'entre eux qui eut l'idée de me confier l'enseignement que j'ouvre en cet instant, le professeur Jacques Ruffier, mais je n'oublierai pas pour autant ni l'ardeur du soutien, ni la chaleur des encouragements des professeurs Lucien Bernot, André Cacot, Jean Dosset, François Jacob, Yves Laporte, Jean Leclan, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-Claude Péquer, Jacques Titz et beaucoup d'autres, tout au long du cycle initiatique que cette leçon doit clore. C'est une tradition de 54 ans déjà que je saisis en affichant à nouveau sur ces murs, après une très courte interruption, le terme de préhistoire. Tradition que l'on ne peut qualifier d'ancienne au regard de l'âge de bien d'autres chaires, mais qui se trouve pourtant déjà illustrée par deux grands noms, Henri Breuil et André Leroy-Gourhan, et par l'ombre d'un troisième, Pierre Teilhard de Chardin. Bien que l'introduction de ce dernier dans cet hommage ne soit pas très orthodoxe, puisqu'il ne fut jamais élu au Collège de France, elle ne me paraît pas non plus tout à fait anormale. Le père Teilhard fut appelé par plusieurs professeurs de la maison. Dans des lettres aujourd'hui publiées, il fait alors savoir combien ce choix le touche, l'intéresse et l'honore, mais la procédure est arrêtée, son ordre ne l'ayant pas autorisé à répondre à cette sollicitation, soulignant du même coup l'importance de l'homme et l'importance de l'institution. Breuil, Teilhard de Chardin, Leroy-Gourhan, 3 maîtres aux personnalités bien différentes et que lie pourtant l'attrait des sciences naturelles, la fascination du passé, la passion du terrain, l'art de la synthèse.
Il serait vain, comme on peut s'en douter, d'en définir en quelques lignes les œuvres immenses et complexes. Je ne peux cependant m'empêcher de rappeler l'extraordinaire travail de relevé de peintures et de gravures pariétales réalisé par l'abbé Breuil, dont le coup de crayon était devenu légendaire. Si ces dessins sont faux, avait-il déclaré en ma présence un jour, en parlant des figures de mammouth de la grotte de Rouffignac. Ils imitent si bien les modèles magdaléniens qu'une seule personne au monde aurait été capable de les peindre, et cette personne, c'est moi. Comme je n'en suis pas l'auteur, je peux vous assurer que ces dessins sont authentiques. On dit qu'il passa au total plus de 2 années dans les grottes de France, d'Espagne, de Rhodésie et d'Afrique du Sud. Il a le premier ouvert les yeux des préhistoriens, mais aussi ceux des peintres, à ce qu'il appelait ces splendeurs inutiles à la vie matérielle, essentielles à l'esprit. Son classement du Paléolithique supérieur, basé sur la stratigraphie et l'évolution typologique des outillages, est une autre pièce maîtresse de son œuvre, et tout spécialiste se souvient de la vigueur de ses écrits pour en défendre l'ordre de succession. Mais ces tentatives de compréhension de l'histoire ô combien complexes, des dépôts, des creusements, des emboîtements, des solifluxions, des vallées ou des côtes du nord de la France, de la Belgique et du sud de l'Angleterre, n'en sont pas moins importantes. Elles aboutirent à l'idée nouvelle d'une chronologie longue du Paléolithique inférieur, clairement confirmée depuis, jalonnée par les outillages de l'Abbevillien, du Clactonien, de l'Acheléen et du Levalloisien. Le révérend père Teilhard de Chardin apparaît plutôt comme un géologue et un paléontologiste, et bien entendu comme un philosophe aux côtés de son ami préhistorien Henri Breuil. Ses travaux sur les mammifères du Paléocène et de l'Éocène d'Europe, du Miocène, du Pliocène et du Pléistocène d'Extrême-Orient font toujours autorité. Ses recherches de géologie sédimentaire, en Chine, en Indonésie, en Éthiopie, en Afrique du Sud, restent les précieuses observations d'un infatigable homme de terrain. Son activité en paléoanthropologie est moins participante. Il visite et réfléchit plus qu'il ne fouille, mais intègre magistralement toutes les connaissances de son époque en des synthèses élégantes qui ressemblent à des prédictions. N'a-t-il pas déclaré en 1954, au point où nous en sommes parvenus de nos connaissances en paléontologie générale, il paraît surprenant que l'Afrique n'ait pas été identifiée du premier coup comme la seule région du monde où rechercher avec quelque chance de succès les premières traces de l'espèce humaine. On sait avec quel éclat les travaux de ces 20 dernières années lui ont donné raison. Extrêmement séduit par la perspective d'un enseignement au collège, contrairement à ce qu'il a été dit quelquefois, Pierre Teilhard y pensa certainement beaucoup, puisque quelques mois avant ce qui aurait pu être le vote de l'Assemblée des professeurs sur l'intitulé de la chaire qui lui était destinée, il déclarait être parvenu à une définition du contenu de ses futures leçons. Nulle part des cours sont encore donnés où la mise en place, la structure et l'épanouissement du groupe zoologique humain considéré comme un tout soient techniquement présentés. C'est, me semble-t-il, dans cette direction encore neuve qu'il serait intéressant de voir le Collège de France faire une expérience que je serais disposé à tenter, écrivait-il le 23 septembre 1948 à Paul Fallot, titulaire de la chaire de géologie méditerranéenne. S'il avait été élu, le père Teilhard n'aurait pu enseigner que 3 ans, de 1948 à 1951. Mais ses idées n'en ont pas moins été exposées du haut de ses estrades par bien des orateurs, et tout particulièrement par un de ses amis, Édouard Leroy, titulaire près de 20 ans de la chaire de philosophie. Le professeur Jean Pifteau, qui suivait alors les discussions entre Pierre Teilhard et Édouard Leroy,
raconte que ce dernier déclarait volontiers ne plus savoir très bien quelle idée était de lui et quelle idée était de Teilhard, tant leur dialogue était uni. André Leroi-Gourhan vint en 1969. Introduisant son expérience ethnologique en préhistoire et reliant ainsi de manière comparée les hommes du présent à ceux du passé, il rapprocha de nous l'homme fossile. Menant en outre avec rigueur et patience des chantiers écoles devenus des modèles, il porta à un niveau jamais atteint la précision de la fouille et le soin de la récolte. Mieux que quiconque, il a montré que la mise au jour d'une surface ancienne n'était autre que l'établissement d'un texte et que la lecture de ce texte ne pouvait être réalisée qu'une fois. Mais l'art pariétal a aussi exercé sur André Leroi-Gourhan, comme il l'avait fait sur Breuil, son extraordinaire pouvoir d'envoûtement. N'est-ce pas, après tout, une partie de sa fonction? Après un travail considérable sur plus de 2000 figures, il parvint à établir la participation de l'ensemble de la caverne, des murs de la caverne, dans l'œuvre, démontrer la symbolique sexuelle du couple bison-cheval et conclure à la nature de contenant mythologique susceptible d'avoir contenu une infinité de récits et de pratiques de ce message de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ces travaux de technologie, de palétologie, d'esthétique, joints à sa réflexion sur l'homme, sa pensée, ses gestes, sa société, ont débouché sur une œuvre philosophique vaste mais précise que l'on pourrait qualifier à la fois d'évolutionniste et de globale. Pour André Leroi-Gourhan, le propos de cet immense domaine est en effet de chercher à poser les bornes lointaines de l'humanité dans le temps et dans l'espace, chercher à voir l'homme dans sa totalité. Ce sont tout à fait ces termes que je serais tenté de retenir s'il fallait définir l'intitulé de la chaire que j'occupe aujourd'hui. Tel est donc le lourd héritage que je dois assumer et faire fructifier jusqu'en l'an 2004. L'enseignement que je propose a l'ambition de réaliser avec ses ascendants un certain enchaînement, tout en se décalant un peu vers la biologie. Son double intitulé de paléoanthropologie et préhistoire devrait faire apparaître cette situation. Les plateaux de la balance qu'elle constitue portent en effet les deux sources essentielles de notre information, l'os et le caillou, le corps et l'esprit, la biologie et la culture. Mon cours portera cette année sur le monde des hominidés avant que n'apparaisse le genre Homo, mon séminaire sur les plus vieux outillages des 5 continents de notre planète, révélateurs de leur plus ancien peuplement. Le terme de paléoanthropologie a reçu depuis 20 ans une acception qui lui permettrait en fait de recouvrir à lui seul l'ensemble de cette recherche. Au lieu d'un plateau, il aurait pu figurer à la fois le fléau et l'aiguille de la balance en question. Sous son bonnet se range souvent en effet la paléontologie humaine, la paléoécologie, qui fait elle-même appel à la paléoclimatologie et à la paléontologie animale et végétale, mais se range aussi la préhistoire. C'est en d'autres termes l'ensemble de l'étude de l'évolution biologique et culturelle de l'homme et de son milieu naturel. Mais comme en France, l'anthropologie tout court est en général considérée comme biologique, il m'a paru justifié, pour éviter toute confusion, d'utiliser aussi paléoanthropologie dans ce sens. Il reste donc au joli mot de préhistoire le soin de traiter du milieu culturel de l'homme, ce qui n'en fait pas moins dire à André Leroi-Gourhan que celui de paléthnologie pourrait lui être avantageusement substitué. J'ai cependant conservé préhistoire pour respecter la tradition de son enseignement au collège, issue elle-même de la tradition de son emploi
dans ce pays qui a joué un rôle de premier plan dans sa naissance et continue de le faire dans son développement. J'emploie donc paléoanthropologie dans le sens d'une paléontologie humaine élargie. J'emploie préhistoire dans le sens d'une histoire des hommes, de leur comportement, de leur pensée, de leur technique, de leur esthétique, de leur société. Il n'est pas besoin d'ajouter que les contours ainsi tracés n'atteindront jamais une parfaite netteté, quel que soit l'effort de la mise au point. Bien d'autres disciplines se retrouvent parfois consultées, voire empruntées par nos deux domaines, sans s'y insérer pourtant totalement. Je pense par exemple à l'anthropologie physique, à la biochimie, à la cardiologie pour la première, à l'ethnologie, à la linguistique, à la sociologie pour la seconde, mais qu'importent les frontières et le sens des emprunts, le seul propos étant l'approche la mieux armée du phénomène humain. Mais que s'est-il donc passé depuis 20 ans ? Je serais tenté d'emprunter à Jean Dosset, avec beaucoup d'audace et avec sa permission, cette phrase si dense qu'il prononçait ici même, il y a 5 ans, dans sa leçon inaugurale. J'ai eu la chance, disait-il, de vivre une des aventures les plus exaltantes de la biologie contemporaine. Eh bien, j'ai eu moi-même, en effet, la chance de vivre de bout en bout l'une des aventures les plus exaltantes qu'a connue l'histoire des sciences paléoanthropologiques depuis son origine. Cette aventure commence en 1959. Louis Leakey met alors au jour, dans un des niveaux les plus anciens de la célèbre gorge d'Olduvai en Tanzanie, gorge qu'il fouille depuis 1931, un crâne superbe d'un australopithèque de 16 ans, en 400 morceaux d'ailleurs, encore porteur de toutes ses dents. Non content de cette découverte, Louis Leakey a l'idée de tenter une datation radiométrique d'un dépôt de cendres volcaniques immédiatement supérieur au niveau qui contenait le crâne. La mesure qui utilise la transformation du potassium radioactif en argon est faite à Berkeley par Jack Evenden et Garnis Curtis, et sa publication en 1961 ressemble à une explosion. Le crâne d'Australopithèque d'Olduvai aurait plus d'1 750 000 années. J'étais moi-même déjà engagé dans la recherche en Afrique, en l'occurrence au Tchad, lorsque fut découvert le crâne, et je venais d'être appelé pour 18 mois de service militaire lorsque fut annoncé son âge. Mais dès 1963, je me retrouvais à Olduvai à l'invitation de Louis Leakey, partageant avec lui projets, espoir et enthousiasme. Ce double événement, la découverte d'un hominidé et sa datation, allait en effet déclencher la plus extravagante chasse à l'homme fossile que l'on ait connue de mémoire de paléontologistes. 9 expéditions internationales s'alignèrent de la plaine de Serengeti en Tanzanie à la mer Rouge de 1963 à 1981, tout au long de 2000 km de fossés dans cette Rift Valley orientale qui précisément abrite le site d'Olduvai. L'expédition de Harvard dans le sud du lac Turkana en 1963, l'expédition du musée de Nairobi dans le bassin du lac Natron en 1964, l'expédition franco-éthiopienne du gué de Melka Kontouré en 1965, l'expédition du Bedford College de Londres dans le bassin du lac Baringo en 1966, l'expédition internationale de l'Omo en 1967, l'expédition de l'Est du lac Turkana en 1968, l'expédition internationale de la Phare en 1972, l'expédition de la Rift Valley éthiopienne en 1974, l'expédition de la Moyenne Vallée de la Wash en 1981, et des centaines de milliers d'ossements fossiles, des centaines de restes d'hominidés, des milliers de pierres et d'os taillés, des tonnes de sédiments furent recueillis, analysés, comparés, discutés
en un brillant et bruyant forum international. Le 1,5 million d'années qui faisait si peur en 1961 est doublé, quadruplé, décuplé, sans que désormais les chiffres n'embarrassent. Et c'est ainsi que les 15 derniers millions d'années de cette belle province biogéographique, petit à petit, revivent. Grâce au pollen, au bois, aux racines, aux feuilles, aux fruits même, le paysage est replanté. Grâce aux os, aux dents, aux traces de pas, aux coquilles, la faune est reconstituée. Grâce au sable, aux argiles, aux limons, aux graviers, les rivières et les lacs, les marigots et les terres, le contour des berges et la hauteur des dunes sont mis en place. Grâce à l'analyse chimique de ces sédiments, à la détermination de leurs minéraux lourds, à la mesure des isotopes de l'oxygène qu'ils contiennent, au sens des variations de taille et d'enroulement des mollusques qu'ils emballent, la composition de l'eau, sa salinité, sa température, sa profondeur, son origine apparaissent. Grâce à la répartition des fossiles, à leur taille, à leur poids, à leur orientation, c'est le sens et la vitesse des courants, le degré d'agitation des eaux, la force des phénomènes volcaniques qui sont révélés. Grâce à la nature de ces fossiles, aux proportions et aux associations de leurs espèces et à leurs variations, c'est l'importance des précipitations, le taux d'humidité, la fréquence des vents qui viennent s'ajouter aux données précédentes. Je vous donnerai comme exemple le niveau où a été découvert le squelette d'Australopithèque appelé Lucie, par exemple, daté de 3 millions d'années. Il traduit l'image d'un paysage perché à 1500 mètres d'altitude au lieu de 400 mètres aujourd'hui, arrosé régulièrement et composé d'un lac bordé de zones marécageuses avec roseaux et joncs et d'une plaine d'inondation plantée d'un tapis de graminées et parcourue de cours d'eau permanents. Plus loin, des savanes arborées s'épaississent peu à peu pour devenir à une dizaine de kilomètres du lac de véritables forêts. Des dinothériums, des éléphants, les uns ancêtres du mammouth, des mammouths que l'on retrouvera plus tard en Europe et beaucoup plus tard sur les murs de nos grottes, les autres ancêtres de l'éléphant actuel d'Afrique, des cochons, ancêtres ou cousins des phacochères, des girafes, des civathériums, des hipparions, des antilopes, impala, cob, alcélaphe, tragélaphe, dik-dik, des rhinocéros blancs, pes et broutes dans la prairie et la savane, guettés par des hyènes, par des panthères, par des dinophélis, des méganthérianes, des homothériums. Des cercopithèques et des colobes peuplent la forêt, des crocodiles analogues à ceux du Nil actuel, mais aussi des gaviales, occupent les rivières aux côtés des paisibles hippopotames. Si l'on se rappelle que cette région du monde est précisément celle, et très probablement la seule, qui ait vu se dérouler cette partie de l'histoire des primates supérieurs dont nous représentons le terme actuel, on comprendra l'importance de l'aventure et la dimension de l'enjeu. Je saisirai cet instant pour rendre hommage à ceux, mes aînés et mes maîtres, qui m'ont appris le terrain. Jacques Barbeau dans les déserts du Borkou, Louis Leakey dans les savanes du Zinj, Camille Arambourg sur les rives du fleuve Homo, et pour saluer ceux, mes compagnons, qui l'ont partagé, Françoise Le Guenec-Coppens au Tchad et en Éthiopie, Raymond Bonnefille, Jean Chavaillon, Claude Guillemot, Jean-Jacques Gégère, Donald Johansson, Richard Leakey, Maurice Taïeb, dans la vallée de l'Homo et le triangle de Lafar. En même temps que se déroulait cette extraordinaire campagne de prospection, de fouilles et d'exploitation des sédiments Miocène, Pliocène et Pléistocène d'Afrique orientale, se développaient et se multipliaient en partie sous son impulsion les méthodes de datation. La tentative de Leakey, Evenden et Curtis de 61, qui avait utilisé la désintégration du potassium radioactif en argon, est vite devenue routine chaque fois que le terrain s'est prêté à son application. Beaucoup d'autres méthodes, basées sur le même principe, sont alors venues compléter ou remplacer
la précédente. Celle, par exemple, du rubidium-strontium, celle de l'uranium-thorium-plomb, celle de la fission spontanée de l'uranium, du thorium ou du plutonium enregistrée sous forme de traces dans certains minéraux, celle du rapport beryllium-aluminium formé en haute atmosphère et accumulé dans les sédiments, ou, par irradiation artificielle du potassium-39, celle de l'argon-39, argon-40. Les datations absolues ainsi acquises, les mesures d'aimantation rémanente des sédiments ou paléomagnétisme, mettant en évidence la succession des différentes directions du champ magnétique terrestre, ont pu être largement appliquées. Ainsi est né ce que l'on appelle la magnétostratigraphie ou magnétochronologie. La séquence sédimentaire de l'Homo en Éthiopie, par exemple, épaisse de plus de 1000 mètres, a été étalonnée par les méthodes radiométriques et magnétostratigraphiques. De 4 millions d'années en bas à 800 000 ans en haut, à moins de 100 000 ans près, fixant entre autres événements les débuts de la taille de la pierre, à 3 millions d'années, et l'apparition d'Australopithecus boisei, en même temps que celle d'une grande sécheresse, à 2 200 000 ans. Pour vous donner une idée de ces datations, voici comment elles se présentent, par exemple, dans cette grande séquence de la vallée de l'Homo. 4 50 000 ans, plus ou moins 200 000 ans pour le basalte, qui n'est pas tout à fait à la base de la série, mais tout de même très bas. 3 790 000 ans, plus ou moins 200 000 ans pour le premier tuf qui apparaît au-dessus. Et puis 2 930 000 ans, plus ou moins 100 000 ans, 2 600 000 ans, 2 120 000 ans, 1 990 000 ans, 1 930 000 ans, 1 810 000 ans, 1 270 000 ans, pour les 7 niveaux de cendres volcaniques interstratifiées dans la séquence et qui se trouvent donc par-dessus les basaltes et tufs de base. Et tout ceci, plus ou moins 100 000 ans, plus ou moins 120 000 ans, plus ou moins 90 000 ans. Mais il ne faut pas oublier les méthodes de datation aussi efficaces et variées que celles en plein développement qui utilisent le stockage dans certains minéraux des ondes électromagnétiques appelées datation par résonance électronique de spin, celles qui mesurent les proportions d'acides aminés, lévogyres et dextrogyres des os, les seconds naissants de la transformation ou racémisation des premiers, ou celles multiples qui s'efforcent d'estimer le temps d'accumulation d'une certaine épaisseur de sédiments ou le temps d'évolution d'une espèce. Quant aux périodes plus récentes, elles ont vu courir à leur secours le fameux carbone 14, fixé par les animaux et les végétaux vivants et se désintégrant en azote à leur mort, le degré d'hydratation des obsidiennes, anhydres au moment de leur formation, la thermoluminescence des poteries cuites ou des silex brûlés, l'archéomagnétisme des fours ou des poteries restés en place après leur dernier refroidissement. Si l'on ajoute que la méthode du potassium-argon fut appliquée à la paléoanthropologie à partir de 1961, celle des traces de fission à partir de 1962, celle du paléomagnétisme à partir de 1963, celle de l'argon 39, argon 40 à partir de 1965, la racémisation des acides aminés à partir de 1970, la résonance électronique de spin à partir de 1978, on comprendra à nouveau l'importance de ces 20 dernières années. Pour la première fois, paléoanthropologie et préhistoire s'inséraient dans une cote chronologique à mailles serrées, facilitant considérablement la recherche et lui apportant en même temps une image de rigueur dont elle ne bénéficiait pas toujours auparavant. Sans vouloir attribuer tous les mérites à l'opération est-africaine, il est facile de comprendre que 20 années de mélange de disciplines et de nationalités ne pouvaient que conduire à un style nouveau de recherche.
la mise en commun de tant de travaux, grâce à leurs contacts, à leurs débats, à leurs compétitions, a toujours été étonnamment féconde. Il s'en est suivi un resserrement de la communauté paléoanthropologique internationale et un extraordinaire développement des collaborations entre spécialités, aussi bien d'ailleurs à l'intérieur des expéditions de la Rift Valley qu'à l'extérieur. Pendant que géologues, géomorphologues, paléontologistes, paléobotanistes s'efforçaient par exemple de reconstituer à l'intérieur paysages et écosystèmes, d'autres géologues, du pont de leurs bateaux laboratoires, carottaient les fonds océaniques, remontaient d'impressionnantes colonnes de sédiments et grâce à l'évolution de la morphologie du plancton fossile qu'elle contenait, fonction de celle de la température de la surface, apportaient de l'extérieur de précieuses informations à la reconstitution du climat. Pendant ce temps, d'autres géologues encore, tectoniciens cette fois, rafraîchissaient la vieille idée de Wegener et faisaient faire un pas de géant à la compréhension de l'histoire du globe. Le rapprochement de toutes ces facettes, appuyé par les datations nouvelles, éclaira tout à coup de façon parfois spectaculaire le sens des migrations et le dessin des phylogénies si chers à notre science. L'histoire des primates supérieurs, par exemple, que l'on retrouve indifféremment sur les 3 continents de l'Ancien Monde, de l'Égypte au Kenya, du Pakistan à la Chine, de la Turquie à la France. C'est rangé dans l'espace et dans le temps comme par enchantement, lorsque l'on a appris que les primates d'Eurasie, contrairement à ceux d'Afrique, n'excédaient jamais 17 millions d'années, et qu'un contact de ces 2 plaques, l'Afrique et l'Asie, s'établissait il y a précisément 17 millions d'années. Il n'est pas inutile d'ajouter encore ici que la nouvelle conception de tectonique des plaques a été proposée en 1967 et que les sondages marins profonds ont commencé en 1968. Je ne laisserai pas passer cet épisode sans rendre hommage à ceux, mes maîtres, mes patrons et mes aînés, qui m'ont appris la paléontologie et l'anthropologie. Jean Pifteau, dans les grands amphithéâtres sombres de la vieille Sorbonne, Jean-Pierre Lehmann et Robert Gessin, au cœur des fabuleuses collections du Jardin des Plantes et du Musée de l'Homme, Francis Clark Howell, dans les laboratoires austères de l'Université de Chicago. Ni sans saluer ceux, mes compagnons, qui ont partagé cette formation, Jacques Le Sertisseur, Daniel Heller, Denis Sigogno, Hugh Jouffroy, Sauveur d'Assigny à Paris, Frank Brown, Lynn Fichter, Ronald Wolfe, David Abrams aux États-Unis. Je rendrai aussi un hommage tout particulier à cette grande et belle maison qu'est le Muséum national d'histoire naturelle. Chercheur à l'Institut de paléontologie puis au Musée de l'Homme, et enfin titulaire de la chaire d'anthropologie, héritière de la démonstration d'anatomie et de chirurgie créée en 1636 au Jardin du Roi pour Marin Cureau de la Chambre, j'ai été bénéficiaire plus d'un quart de siècle de son esprit de rigueur et d'entreprise, mais aussi de charme et d'aventure. Le développement de la microscopie optique et à plus forte raison de la microscopie électronique allait ouvrir encore de nouveaux domaines aux paléoanthropologues et aux préhistoriens. Les premiers se sont penchés sur les faces occlusales des dents, les seconds sur les tranchants des outils de pierre. Et telle une piste de patinage, dents et pierres sont apparus porteurs d'une multitude de marques, rayures, éclats, écrasements, polis, caractéristiques de ce que furent leurs activités. Tout était enregistré comme dans la cire molle d'un disque. L'émail des dents révélait la nature du régime alimentaire, frugivore ou folivore, carnivore ou végétarien, et même les proportions du menu omnivore de l'être à qui les dents avaient appartenu. Le fil des outils
racontait la nature du travail pratiqué et celle de l'objet travaillé, taille du bois, découpage de la viande, grattage des peaux, coupage de l'os. À l'interprétation de la morphologie dentaire venaient s'ajouter les précieux stigmates de ce que fut la mastication. À la dénomination des types d'outils venait s'adjoindre les preuves incontestables de ce que furent leurs fonctions. On a pu pour la première fois déclarer qu'à coup sûr le grattoir grattait et le racloir raclait. On a pu pour la première fois démontrer que les canines des uns cisaillaient tandis que celles des autres broyaient comme des molaires. Au moment où, par exemple, les galets aménagés paraissaient avoir beaucoup plus servi à éplucher des végétaux qu'à dépecer du gibier, les dents d'Homo habilis se révélaient avoir précisément beaucoup plus mâché que coupé. Il convient d'évoquer ici les surprenants développements de l'examen par les mêmes méthodes de la surface des grains de sable, racontant leur transport, leur séjour, en un mot toutes les vicissitudes de leur existence, examen exoscopique, complété par une exploration de leurs inclusions ou endoscopie, révélatrice de leur provenance. L'inquisition tomodensitométrique, ou scanographie, scanner dit-on aussi, permet depuis peu, grâce au couplage radiographie-ordinateur, d'ajouter le découpage à l'épaisseur désirée des objets dont on veut examiner forme ou contenu. Leur section transparente apparaîtra sans effort sur un écran à lecture directe. Quant à la microradiographie de l'os, combinée à des analyses chimiques, mesure de la teneur en magnésium ou en strontium, des rapports oxygène 18, oxygène 16, carbone 12, carbone 13, des traces de métaux lourds, mesure de déminéralisation, etc., elle peut parfois trahir des caractéristiques alimentaires, voire des déficiences ou des pollutions, elles-mêmes en rapport avec la transformation du milieu. Ainsi se trouvent peu à peu appliquées à nos sciences ces précieuses techniques d'exploration d'objets organiques ou minéraux, enrichissant considérablement notre connaissance de témoins souvent si modestes. L'application de la microscopie électronique à l'étude de la pierre taillée remonte à 1964, son application à l'examen des surfaces dentaires à 1965, l'exoscopie des minéraux à 1971, l'application de la scanographie à l'os fossile à 1979. Pendant cette même période, l'accès au niveau cellulaire et moléculaire permit à de grandes disciplines de proposer par un jeu de comparaison des distances entre les espèces ou les genres vivants, affinant du même coup nos classifications et nos vieux arbres phylétiques. La première est la cytogénétique ou cariologie, étonnamment précise depuis qu'elle utilise les techniques de marquage. La seconde est le vaste domaine de la biologie moléculaire, de l'immunologie et de l'immunodiffusion à l'analyse séquentielle des macromolécules. Avec les chromosomes, les mesures immunologiques, les séquences d'acides aminés, les pseudogènes ou la récente méthode d'hybridation de l'ADN, ces sciences ont mis à la disposition de la paléontologie un faisceau de résultats nouveaux particulièrement précieux, mais dont la digestion n'a pas toujours été facile. Il a fallu bien des débats et de longs colloques de réajustement pour mettre sur pied une généalogie qui plaise à tout le monde, ce qui est à peu près réalisé aujourd'hui. Jusqu'à l'année dernière, cependant, chacun était demeuré à sa place. Le paléontologiste restait le maître incontesté du monde des fossiles, le biochimiste et le cytogénéticien, se bornant, si l'on peut dire, à comparer les formes vivantes. Et puis un beau jour, un biochimiste ne s'est-il pas amusé à injecter à un malheureux lapin un broyat de racines de dents de Ramapithèque et de Civapithèque de 8 millions d'années. Le lapin, étonné, réagit à l'injection et se mit à fabriquer des anticorps qui, testés vis-à-vis d'antigènes actuels, ont montré que Ramapithèque et Civapithèque semblaient avoir plus d'affinité avec gibbons et orang-outans qu'avec hommes et chimpanzés.
Ce n'est évidemment pas ici l'endroit pour analyser le résultat de cette expérience, ni juger de sa signification. Mais il n'en demeure pas moins que pour la première fois, la paléoanthropologie eut à compter avec l'intervention de la biochimie sur son propre terrain. C'est, me semble-t-il, une date importante et l'ouverture d'un domaine nouveau auquel jusque-là on s'était contenté de rêver. Rappelons encore que les premières mesures immunologiques de distance datent de 1961, la découverte des bandes chromosomiques du début des années 70, l'expérience d'injection au lapin de protéines myocènes de 1982. La biologie moléculaire et la cytogénétique ont donc apporté des précisions considérables aux paléontologistes. Elles ont confirmé l'extrême proximité des hommes et des grands singes, mais elles ont fait remarquer en outre que parmi ces grands singes, les gorilles et les chimpanzés étaient beaucoup plus près de nous que les orang-outans, et mieux encore, que le chimpanzé nous était incontestablement plus proche que le gorille. Comme ces résultats ont été souvent accompagnés d'estimations de l'âge de la séparation des uns et des autres sur le grand arbre des filiations, et que les toutes premières estimations, 3 à 5 millions d'années pour ce qui est de la séparation grands singes africains hominidés par exemple, semblaient extraordinairement courtes aux yeux agacés des paléontologistes, des quantités de travaux de paléoprimatologie et de primatologie ont alors vu le jour pour tenter d'estimer avec d'autres outils ces mêmes distances. Citant les nombreuses recherches paléontologiques dans l'Éocène, l'Oligocène ou le Miocène d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est, d'Arabie, d'Iran, de Turquie, de Grèce, de Hongrie, du Pakistan, de l'Inde, de Birmanie, de Chine. Citons encore les travaux d'embryologie, de physiologie, d'hématologie, de biomécanique et les nouvelles recherches d'immunologie et de biochimie chez les primates. Ils ont eu le mérite de confirmer cette proximité tout en la repoussant un peu dans le temps. 7 à 10 millions d'années pour la division panidés, grands singes africains hominidés, paraît aujourd'hui plus raisonnable. La méthode d'hybridation de l'acide désoxyribonucléique vient par exemple de proposer les dates de 16 millions d'années pour l'individualisation de la lignée des orang-outans, 10 millions d'années pour le détachement de la lignée du gorille et 7 millions et demi d'années pour la divergence hominidés-chimpanzés. Les spécialistes de cette méthode sont en train de faire un travail de dentelière, m'a dit il y a quelques jours le professeur François Gros. Quant aux très remarquables études d'éthologie des grands singes, elles ont eu l'intérêt d'attirer notre attention sur la difficulté de tracer parfois une frontière entre nos cousins, les grands singes, et nous-mêmes. Les chimpanzés, par exemple, aux sociétés compliquées, se sont révélés capables d'utiliser et d'aménager l'outil, d'apprendre 150 signes et de construire des phrases, d'inventer une danse à la pluie qui ressemble à un rituel, de manifester une incontestable conscience de soi et de tenir compte dans une certaine mesure du tabou de l'inceste. Chez le chimpanzé, on a noté par exemple l'utilisation de la pierre comme arme de jet, l'utilisation du bâton comme casse-tête, mais aussi comme canne pour explorer un objet ou comme levier pour élargir un trou. On a noté l'aménagement du bâton par effeuillage, pour attraper des termites par exemple, ou la confection de sortes d'éponges par mastication de feuilles pour attraper de l'eau inaccessible aux lèvres, ou saucer, les morceaux de cervelle restés au fond d'un crâne de babouin, ou encore nettoyer une blessure qui saigne. Quant aux signes du langage, des sourds-muets qui ont été appris à ces chimpanzés, ils les maîtrisent au point d'inventer des associations. Ne sachant pas, par exemple, comment appeler un cygne, l'oiseau, le cygne, ils l'ont nommé oiseau d'eau. Ils ont associé le signe oiseau au signe eau.
un zèbre, un tigre blanc. C'est extraordinaire. Hein? Un masque, un chapeau pour les yeux. Œil, chapeau. C'est évidemment fascinant. Je suis évidemment un peu provocateur, car il n'est pas si difficile de démarquer l'homme de sa parenté simienne, ne serait-ce que par les dimensions et la complexité de sa réflexion, de sa communication ou de sa société. Mais il ne me paraît pas inutile de souligner cette nécessité que nous éprouvons désormais d'avoir parfois recours à une notion quantitative pour nous définir avec plus de sécurité. Rappelons que les expériences de longs séjours parmi les grands singes ont commencé en Afrique en 1960, en Asie en 1971, et que les efforts de recherche paléontologique dans le Néogène se sont multipliés à partir des années 70. Pendant ce même temps, les méthodes de fouille faisaient d'extraordinaires progrès, et nous avons déjà dit tout ce qu'elles devaient à André Leroi-Gourhan. L'objet, l'empreinte, la trace, même fugace, valent désormais non seulement en tant que tels, mais aussi dans leur situation dans l'espace et leur rapport avec les autres objets, empreintes ou traces. Cette recherche, pour tenter de laisser le moins possible d'informations échapper à l'enregistrement du cahier de fouille, a évidemment permis d'accéder à une multitude de données auparavant détruites et d'interprétations jusqu'alors inaccessibles, concernant notamment l'aménagement de l'espace, le mode de vie des occupants, les fonctions de certains objets. Lorsque l'habitat est par exemple resté en place, la hutte de feuillage d'une douzaine de mètres carrés, vieille d'1,8 million ans des premiers hommes de Tanzanie, ou la tente en peau de renne de 7 à 9 mètres carrés, vieille de 12 000 ans des chasseurs de la région parisienne, est désormais décrite avec la même fascinante précision. Lorsque la pierre a été taillée sur place, par exemple encore, il devient possible, éclat par éclat, de faire à l'envers le chemin du tailleur. On imagine sans peine ce que sont dès lors les progrès dans la reconstitution des gestes, la compréhension des techniques et l'établissement des divers degrés de complications atteints par ces équipements et l'esprit de leurs inventeurs. André Leroi-Gourhan décrit ainsi, par exemple, le campement magdalénien de Pincevent, près de Fontainebleau. Quelques dizaines de familles nomades, il y a une douzaine de milliers d'années, arrivaient là au début de l'été, au moment des basses eaux de la Seine, et s'y installaient pour 2, 3, parfois 5 mois pour chasser le renne. Elles plantaient leurs tentes circulaires de 3 mètres de diamètre environ et creusaient un foyer en cuvette devant l'entrée, foyer auprès duquel étaient placés quelques grands récipients fixes. Derrière le foyer se trouvait l'aire de travail, taille du silex par exemple, et de repas, et au fond de la tente, le couchage. Le renne constituait l'ordinaire du menu, et la quantité de viande de renne consommée par jour et par personne a été estimée à environ 450 grammes de viande. Les animaux chassés et abattus étaient d'ailleurs rapportés entiers au village pour être dépecés. Quant aux détritus, déchets de taille, reliefs de repas, ils étaient tout simplement jetés par la porte de la tente et constituaient une nappe s'étendant parfois jusqu'à 5 à 7 mètres de l'entrée. À moins, écrit M. Leroi-Gourhan, que des raisons de bon voisinage ou de parenté n'aient fait planter 2 ou 3 tentes contiguës ou voisines. Le dépotoir alors était à l'écart et commun. Il est d'ailleurs amusant de noter que c'est cet effort de rigueur de la préhistoire qui a donné mauvaise conscience aux disciplines voisines, en amont comme en aval. L'archéologie même la plus classique ne saurait aujourd'hui faire fi ni de la stratigraphie ni de la répartition des objets à chaque niveau, même pas des restes squelettiques, pourtant si ennuyeux quand on les rencontre entiers. N'oublions pas par exemple qu'un squelette humain est fait de 206 ossements.
Quant à la paléontologie, elle a été conduite à inventer la taphonomie, ou étude du passage des restes d'animaux de la biosphère à la lithosphère, de la biocénose à la thanatocénose. Science qui connaît désormais, aidée de l'observation contemporaine, voire de l'expérimentation, un développement plein d'intérêt. Comme on pouvait en effet s'en douter, le degré de conservation des fossiles est fonction du sédiment qui l'enveloppe. Et la répartition naturelle des restes organiques dans une couche, fonction du caractère, de la force, de la vitesse et du sens de l'agent responsable de cette répartition. Enfin, comme un des rares recours du préhistorien lorsqu'il réfléchit aux constructions, aux artisanats, aux techniques, demeure de s'adresser à l'extraordinaire laboratoire que constituent les 5 milliards d'hommes vivant aujourd'hui sur la Terre, bien des aspects de l'ethnologie sont venus l'aider dans sa recherche, et notamment depuis quelques années, l'étude de ce que laisse au sol toute population contemporaine lorsqu'elle quitte un habitat. Des comparaisons peuvent alors être tentées dans la mesure où elles sont manipulées avec une très grande précaution, ne pouvant évidemment jamais être plaquées de manière simple et directe sur le modèle préhistorique. Toutes ces démarches de croissance récentes, la taphonomie n'est guère appliquée de manière systématique que depuis 1970, ont donné une autre dimension à la paléoanthropologie et à la préhistoire, en même temps qu'elles bâtissaient une école de précision et de patience. Qu'il me soit permis de rendre ici hommage à ceux, mes maîtres et mes patrons, qui m'ont appris à l'université de Rennes la préhistoire, l'histoire ancienne et la fouille. Pierre Roland Gillot à la faculté des sciences, et dans les tertres tumulaires ou les tolos néolithiques de la Croix-Saint-Pierre, du Quilliot, de Carnes ou de Barnénèse, Pierre Merlat à la faculté des lettres, et dans les camps fortifiés gallo-romains de Trouguère en Clédin Cap-Sizun, et de saluer ceux, mes compagnons, qui ont partagé cette école, Jacques Briard, Jean Lelgouache, Bernard Mounier en préhistoire, Louis Pape, René Sanquer, Marie Bousquet en archéologie. Il serait possible de poursuivre encore longtemps cette leçon en allongeant la liste des techniques récemment appliquées à nos domaines, en enrichissant celle des disciplines venues collaborer avec elles et en nous efforçant de mesurer l'extraordinaire croissance du champ de la paléoanthropologie et de la préhistoire. Qu'il nous suffise de dire, à ce point de l'exposé, combien immense a été ce développement depuis 20 ans, combien incroyable a été l'augmentation consécutive du nombre des données et étonnante celle du nombre des idées. Il semble bien aujourd'hui qu'après une période quelque peu confuse, les grandes lignes de notre histoire se dessinent en effet, et que pour commencer, les fameuses roulettes du berceau de l'humanité dont s'amusait l'abbé Breuil soient définitivement calées. Africains depuis des millions d'années, nos ascendants se seraient trouvés vers la fin du Miocène, inféodés à la forêt et à la savane boisée qui, de l'Atlantique à l'océan Indien, barrait l'Afrique équatoriale. L'effondrement de la rift, accompagné de mouvements de relèvement de ses bords, aurait coupé en deux parties inégales la population de nos ancêtres, coupure simplement tectonique d'abord, devenue barrière écologique par suite d'un partage des précipitations. Notre histoire est alors celle bien connue de l'évolution de populations insulaires. Entre la rift et l'océan Atlantique, les cousins de l'Ouest maintiennent ou améliorent leur adaptation au milieu arboré. Entre la rift et l'océan Indien, les cousins de l'Est luttent pour survivre dans un milieu qui se déboise et, en s'ouvrant, les découvre. On appelle les premiers les panidés, les grands singes africains. On appelle les seconds les hominidés. Louis Leakey, Camille Arambourg, Marie Leakey, Bill Bishop, Francis Clark Howell, Richard Leakey, Jean Chavaillon, Maurice Taïeb, Donald Johansson, John Kalb, John Desmond Clark, Timothy White, Hidemi Ishida et moi-même avons recueilli plus de 2000 restes de ces hominidés.
Ils se nomment Australopithèques d'abord, Homo habilis ensuite. Ils se sont redressés d'abord, équipés d'un encéphale de plus en plus important et de mieux en mieux irrigué ensuite. Et à partir de 3 millions d'années, sont apparus à leur côté les premiers objets taillés du monde, révélant l'idée d'une réflexion, d'un apprentissage, d'une complication de la société et d'un développement des communications entre ses membres. Au moment où, dans la même région qui s'assèche, le cheval court plus vite et l'éléphant mange plus dur, comme l'attestent la patte de l'un et la dent de l'autre, l'hominidé se lève, réfléchit, fabrique et s'organise pour mieux se défendre. Quand on se projette tout d'un coup dans les grandes sociétés contemporaines et que l'on mesure la complexité de leur structure, la densité de leur communication, l'importance de leur apprentissage, le degré de leur réflexion, on est à la fois émerveillé et abasourdi. Quelle étrange histoire que la nôtre peut être née dans un climat qui change, de l'obligation de changer avec lui. C'est en tout cas cette grande aventure paléoanthropologique qui a fait découvrir en 20 ans que notre origine était unique, africaine, tropicale et très ancienne, et que l'évolution du milieu naturel avait influencé de manière considérable et sans doute décisive notre propre évolution. Peut-être parce qu'il chasse, Homo habilis devient plus mobile que ne l'était son prédécesseur. Peut-être parce que sa population s'accroît, doit-il reconnaître de nouveaux territoires et bientôt s'y établir. Toujours est-il qu'on le rencontre alors, de proche en proche, à travers toute l'Afrique, mais aussi une large portion de l'Eurasie. L'ancien monde se remplit comme un vase. Cet homme dont le corps grandit tandis que grossit la tête découvre la symétrie, diversifie son équipement, organise son habitat et rend au crâne de ses morts un hommage que l'on qualifierait aujourd'hui de barbare. Il va s'acheminer ainsi morphologiquement vers nous, culturellement vers des sociétés de plus en plus compliquées, des outillages de plus en plus efficaces, des rites d'inhumation que nous avons l'impression de mieux comprendre, et une expression esthétique qui nous confond, tandis qu'il achève de conquérir le monde. Là où sa cueillette est fructueuse, il va s'installer de façon plus durable, et peu à peu, semer pour mieux récolter. Ce sont alors des problèmes de comptabilité qui le conduisent à symboliser les quantités par des jetons, puis, en imprimant les formes dans de l'argile fraîche, à réduire à 2 dimensions ce qui était en 3. L'écriture plonge ainsi ses racines dans un passé d'une bonne douzaine de milliers d'années. La transformation des métaux, la maîtrise du cuivre il y a 6 ou 7 000 ans, puis celle de l'étain et bientôt du fer il y a 3 000 ans, vont faire accomplir un nouveau bond à l'économie en même temps qu'à la démographie. Nous étions alors probablement un peu moins de 100 millions d'hommes sur la Terre. Nous sommes aujourd'hui 5 milliards, nos communications sont instantanées et notre société bientôt mondiale. Selon le découpage de nos enseignements, ces recherches se rapportent tantôt au domaine des sciences géologiques et biologiques, tantôt au domaine des lettres et sciences humaines, tantôt au domaine de la médecine et des sciences biomédicales, les uns et les autres étant sans cesse intimement mêlés. Ces disciplines qui ne peuvent collecter leurs documents qu'en terre et les lire qu'en fonction de la compréhension de leur enveloppe sédimentaire appartiennent en effet incontestablement aux sciences géologiques. Mais il ne fait pas de doute non plus que ces documents, qui sont en partie des restes organiques, représentent, même lorsqu'ils sont totalement minéralisés, des témoignages de ce qui a été vivant. On ne peut nier l'appartenance de leurs analyses aux sciences biologiques. Lorsque ces restes sont ceux d'hominidés et qu'ils se trouvent accompagnés de ces objets fabriqués ou déplacés qui désormais les caractérisent, les sciences humaines en revendiquent à juste raison les études.
Une part importante de ces recherches, l'anatomie, la biomécanique, la paléopathologie, trouve en outre des liens incontestables avec les sciences biomédicales. Sans quitter le simple énoncé de l'enchaînement des êtres, des événements et des cultures que ces travaux permettent de mettre en ordre, n'oubliez pas non plus que notre domaine est évidemment de plein pied dans celui de la philosophie. On pourrait encore avancer que la part que prend dans nos travaux l'hypothèse, la reconstitution des êtres et des mondes perdus, par exemple, n'est parfois pas éloignée du domaine de l'imaginaire. Manifesté par nos recherches, par tous les publics, dans tous les pays du monde, ne peut-on penser par ailleurs avoir acquis, sans doute inconsciemment, une sorte de langage universel qui ne paraît pas d'une autre nature que celle du langage de l'art. Peut-être représentons-nous un des exemples les plus démonstratifs de rencontres de ces mondes, évidemment séparés de manière tout à fait artificielle. Ce serait une bien terne évidence que de dire en effet combien leurs limites sont conventionnelles. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Il n'est cependant pas inutile de souligner cette particularité, je dirais ce privilège de situation frontalière dont tente de rendre compte l'image de balance entre paléoanthropologie et préhistoire. Je suis d'ailleurs enchanté de tenter, dans le cadre de cette chaire, un enseignement confondu de ces deux volets que l'on n'a que trop tendance à séparer sous prétexte que la plupart des méthodes qui les appréhendent diffèrent. À côté de leurs caractéristiques propres, qui les rattachent ainsi aux divers domaines cités, nous avons vu comment, en 20 ans, paléoanthropologie et préhistoire ont étendu leur champ et multiplié leurs alliances. Cette croissance semble d'ailleurs avoir conduit ces disciplines à une sorte de maturité qui est en train de se manifester par la mise sur pied, pour la première fois, de programmes à long terme. Dans le schéma des migrations et des filiations qui s'est peu à peu mis en place, on voit désormais où se trouvent les interrogations, les points faibles, les silences. On sait qu'il faut rechercher les pré-chimpanzés pour vérifier le scénario de notre origine. On sait qu'il faut interroger l'Arabie pour connaître l'âge de nos premières sorties. On sait qu'il faut remonter l'horloge moléculaire pour étalonner notre itinéraire. Il n'y a pas si longtemps, après tout, que l'on a abandonné l'idée d'une origine asiatique et oligocène de notre famille. Scientifiques dans la démarche qu'ils suivent ou poétiques dans les images qu'ils dessinent, ces deux domaines complémentaires sont donc en train d'avancer des éléments de réponse aux grandes questions de nature, d'origine et de destinée que l'homme se pose depuis qu'il est conscient. C'est très probablement une des raisons de l'intérêt qu'il suscite dans un monde où les dogmes s'affaiblissent. Mais en faisant en outre peu à peu connaître tous les hommes et toutes les cultures qui se sont succédés sur notre planète, paléoanthropologie et préhistoire au même titre que l'histoire, l'archéologie, l'ethnologie, semblent bien être aussi en train de bâtir une sorte de nouvel humanisme. Cet extraordinaire courant d'exaltation des valeurs humaines fut inventé, je crois, à Athènes. Les sophistes sont, semble-t-il, en effet, les premiers qui, tout en alliant connaissances biologiques et sciences sociales, placent l'homme au centre de leur réflexion. Mais c'est évidemment la Renaissance, en d'autres termes, les philologistes, les artistes du XVe et XVIe siècle d'Italie et de France, et puis du reste de l'Europe, qui, en redécouvrant l'Antiquité grecque, romaine et hébraïque, vont développer brillamment ce concept d'humanisme. Le mouvement tiendra 3 siècles et puis progressivement se transformera.
et se refroidira sous l'influence probable de la croissance des sciences. Aujourd'hui, où apparaissent au fond du passé ou au bout de l'horizon l'aventure de milliers de civilisations, de sociétés, de langues, de religions, de coutumes, à travers 4 millions d'années, 70 milliards d'hommes et 200 000 générations, c'est, me semble-t-il, un autre humanisme, celui-là universel, qui est au coin de la route. Et la préhistoire joue évidemment un rôle considérable dans cette renaissance du bout de notre millénaire. Apparu timidement au XVIIIe siècle, il a fallu attendre le premier tiers du XIXe siècle, la découverte du premier fossile humain à Hingis en Belgique par le docteur Schmerling il y a très exactement 150 ans, et la démonstration de la contemporanéité des hommes et des animaux antédiluviens par Bouchet-Pert en 1836, pour que l'idée de préhistoire s'impose. Et puis peu à peu, au fil de découvertes, l'homme est apparu de plus en plus ancien, son histoire avant l'histoire de plus en plus complexe, et s'est creusé non sans réticence notre champ de recherche. Il a fallu en effet une bonne et parfois longue bataille par hommes fossiles nouveaux pour que paléoanthropologie et préhistoire gagnent leur galon. Nous n'étions pas plus préparés à admettre cette épaisseur du passé que cette succession de têtes dont la lourdeur des traits nous choquait. Nous ne pouvons oublier les qualificatifs de barbare, sauvage, pathologique, arriéré mental, rugueux et disgracieux, attribués à l'homme de Néandertal, qu'un anatomiste allemand avait même déterminé comme un arthritique ayant reçu des coups sur la tête. Le pithécanthrope n'a pas été plus épargné, puisque du gibbon géant à l'orang-outan, on en a fait tout sauf un homme. Quant à l'australopithèque, il a été très longtemps considéré comme un parent éteint du chimpanzé, ou mieux comme un chimpanzé déformé. Les milieux scientifiques étaient eux-mêmes inconsciemment victimes de cet état d'esprit et repoussaient le problème pour en retarder la solution. On disait « ce n'est pas lui, c'est un autre ». On disait encore « ce n'est pas ici, c'est ailleurs ». Et les Anglais appelaient très joliment cette période « the over there school of prehistory ». Mais les choses ont doucement pris leur place. On a progressivement admis que Néandertal, Pithécanthrope, Australopithèque représentaient bel et bien les membres successifs de notre propre famille. Et depuis 20 ans, comme nous venons de le voir, l'extraordinaire accélération de ces recherches et de ces découvertes, les progrès immenses des méthodes de datation, sont non moins incroyables de la biologie moléculaire, les travaux moins spectaculaires mais tout aussi insidieux, je dirais, de l'éthologie, laissent de moins en moins de doutes, même aux plus sceptiques, sur la façon dont il faut se résoudre à écrire l'histoire. L'influence de la paléoanthropologie et de la préhistoire sur la pensée de ce siècle a d'ailleurs été d'autant plus importante qu'elle n'a fait que se conforter de découverte en découverte. Et la dernière étape dont cette leçon a voulu dessiner les grands traits a été décisive. Comment pourrait-on impunément déclarer désormais sans cesse et partout que l'homme est issu du monde animal, que gorilles et chimpanzés sont incontestablement nos parents les plus proches, que nous sommes tous de la même origine et que nous partageons donc tous le même poids d'histoire, que nous sommes nés en Afrique, parfaitement adaptés au monde des tropiques, et que nous sommes ce que nous sommes un peu parce qu'il a fait très sec, là où nous étions, et parce que nous avons développé cet épiphénomène étrange, prolongement de notre corps que nous appelons culture. Comment pourrait-on donc déclarer tout cela sans finir par transformer profondément la façon de penser à l'homme? Et pendant que s'allongent les millénaires et que s'ajoutent sans cesse de nouvelles formes humaines, artisans de nouvelles cultures, les sciences de l'infiniment petit abattent les dernières cloisons entre ce que l'on avait appelé race.
il n'y a plus de solution de continuité entre les hommes de la Terre, pas plus qu'il n'en reste entre les hommes fossiles. L'humanité, dans le temps comme dans l'espace, prend ainsi depuis quelques années l'allure d'une extraordinaire unité, riche de ses différences individuelles, populationnelles et culturelles. Dans cette belle institution née au cœur du XVIe siècle, du grand humanisme de la Renaissance, permettez-moi, monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, de vous avouer mon enthousiasme et mon émotion de pouvoir participer de cette tribune à l'élaboration pas à pas de cette nouvelle appréhension de l'homme dans toute l'ampleur de son acception. Merci.